Mesdames et messieurs, ce soir, je m'adresse à vous depuis un lieu dépourvu de coordonnées géographiques précises, où je flotte entre le tumulte incessant de notre civilisation et le silence assourdissant qui nous enveloppe de toutes parts. C'est le vaste théâtre de l'univers, où le son ne se propage pas et où la lumière, messagère épuisée, met des milliards d'années à franchir l'abîme infini qui nous sépare de la vérité. En tant que minuscules particules de poussière consciente, nous nous accrochons à l'écorce d'une planète bleue pâle et contemplons, avec un mélange d'arrogance et de révérence, notre position éternelle dans l'ordre cosmique. Nous levons les yeux vers le ciel nocturne, louons la beauté silencieuse des étoiles, dédions des poèmes au disque lunaire et confions nos vœux aux traînées lumineuses des météores. Pourtant, nous comprenons rarement les lois physiques froides et objectives qui se cachent sous cette apparente quiétude pacifique. Aujourd'hui, je vous invite à échapper au bruit de fond du quotidien et à entreprendre un voyage intellectuel stupéfiant, qui part de la forme la plus simple et innocente d'une goutte d'eau et mène aux abysses les plus sombres et les plus tumultueux de l'imagination humaine et de la réalité cosmique. Sur ce chemin, vous découvrirez que l'univers n'est pas une poésie romantique écrite pour nous, mais un drame grandiose et terrifiant. Régi par des règles inflexibles telles que la conservation de l'énergie et l'optimisation des formes, un spectacle d'infinies possibilités où la miséricorde n'est pas une variable dans l'équation. Notre récit commence en 1962, un moment pivotal dans l'histoire de la perception humaine. C'était l'époque où les liquides étaient pour la première fois exposés à l'environnement étrange de la microgravité. Lors des phases initiales de l'exploration spatiale, dans des missions pionnières comme le programme Mercury, des astronautes rigoureusement entraînés, formés à la logique et au contrôle, observaient des phénomènes étranges qui renversaient fondamentalement notre intuition terrestre. Un agrégat de liquide, libéré dans le vide de la capsule spatiale, se contractait inévitablement à chaque manipulation, flexion ou secousse, exécutant un retrait presque violent sur lui-même et se formant finalement en une sphère parfaite. De nombreux observateurs, guidés par l'esthétique humaine, interprétaient cela peut-être comme une tendance naturelle vers la forme primordiale de la perfection ou comme une quête platonicienne de la beauté. Pourtant, mesdames et messieurs, l'univers est profondément indifférent à nos conceptions de la beauté. Il priorise la survie. Cette goutte d'eau ne se contracte pas pour poser de manière photogénique devant l'objectif historique. Elle le fait par un instinct cruel de préservation de soi, nous rappelant que l'univers est un gigantesque comptable avare, qui économise l'énergie à des échelles inimaginables et minimise tous les coûts pour prolonger son existence. Des expériences récentes à bord de la Station spatiale internationale, notre avant-poste métallique en orbite, renforcent ce principe de manière troublante. Des recherches en dynamique des fluides et en structures cellulaires molles ont montré que des gouttelettes de divers liquides, y compris des hydrocarbures complexes, adoptent une forme sphérique pour minimiser l'énergie de surface, en suivant aveuglément la loi de Young-Laplace. Par exemple, une expérience financée par la Fondation nationale des sciences américaines en 2025, impliquant des bulles activées par la lumière, a démontré comment des activateurs de surface photosensibles en microgravité peuvent contrôler le mouvement des fluides, ouvrant la voie à des conceptions plus efficaces pour l'énergie propre. Une autre expérience, Sphere-Slosh, a simulé le comportement du carburant dans les vaisseaux spatiaux et confirmé que, en l'absence de gravité, les forces capillaires dominent et dérivent la forme sphérique pour éviter le gaspillage d'énergie. Même dans des contextes biologiques, la microgravité retarde les interactions entre bactériophages et bactéries, modifie les taux de collision et les processus d'infection, soulignant l'universalité de ces lois. Des études complémentaires ont révélé que, sans convection induite par la gravité, la fréquence des rencontres entre particules virales et bactéries diminue, retardant les processus d'infection, bien que celles-ci finissent par se produire. Cela dévoile la logique universelle de l'univers, qui aspire à des états d'énergie minimale, des gouttelettes microscopiques au corps céleste gigantesque. De plus, des avancées en 2025, comme l'expérience des cellules molles sur la Station spatiale internationale, ont révélé de nouvelles formes géométriques, telles que les cellules molles sans angle vif, qui ne peuvent être réalisées qu'en microgravité. Illustrant la beauté de la dynamique des fluides et confirmant que ces phénomènes ne sont possibles que dans l'espace, où la gravité terrestre ne masque plus les interactions subtiles. Nous devons remercier les scientifiques et les équipes de recherche qui consacrent leur vie dans les laboratoires silencieux en orbite pour déchiffrer le langage muet de la matière et nous fournir les clés pour comprendre notre prison physique. Ce phénomène incarne un principe fondamental qui imprègne chaque atome de la réalité, le principe de l'action minimale,
qui se manifeste souvent dans les systèmes physiques comme une minimisation de l'énergie. Métaphoriquement, l'univers est une entité cosmique extrêmement économe, qui, dans son équilibre millénaire, ne gaspille pas une seule unité d'énergie. Les formes anguleuses, les cubes, les pyramides ou les polyèdres irréguliers impliquent d'immenses surfaces, des arêtes vives et des faces larges correspondant à des coûts énergétiques élevés, donc à un gaspillage insensé. La sphère est la seule solution économique, la forme la plus rentable, un refuge parfait. En termes quotidiens, l'univers nous enseigne que l'on ne doit pas faire debout ce que l'on peut accomplir allongé, et que l'on économise l'énergie au maximum pour repousser la fin. Pourquoi cette économie est-elle si cruciale? Pour comprendre la violence de ce processus, rétrécissons l'attention de notre esprit sur le niveau microscopique invisible. À la surface de cette goutte d'eau, un combat à mort se déroule parmi des milliards de molécules. Les molécules internes sont entourées de toutes parts par leurs congénères, jouissent d'un équilibre stable des forces et sont protégées au centre de masse. Mais pour les molécules à la surface, la tragédie commence. Elles font face au vide froid de l'extérieur, sans soutien ni allié, exposées au néant. Elles ne ressentent qu'une attraction unilatérale, un appel désespéré vers l'intérieur de la part de leurs sœurs internes, qui les utilisent comme boucliers ou cherchent leur salut. Cette asymétrie génère une tension extrême, que la physique mesure avec une précision froide sous le nom de tension superficielle. Chaque molécule aspire à fuir le danger de l'arête et à se réfugier à l'intérieur pour se cacher. Et le langage sacré et terrifiant des mathématiques proclame que, parmi toutes les géométries tridimensionnelles, seule la sphère minimise la surface pour un volume donné. Par conséquent, cette goutte arrondie n'est pas une valse élégante. Il s'agit d'une fuite collective, d'une stratégie de défense d'urgence, similaire à la formation testudo des légions romaines, qui se referment pour minimiser l'exposition aux éléments cruels de l'univers. Des recherches récentes avec des réseaux neuronaux basés sur la physique pour résoudre la loi de Young-Laplace confirment cette dynamique et montrent que les gouttelettes pendantes ou les frontières liquides peuvent être résolues directement sans approximation supplémentaire. Même avec des conditions de mouillage discontinues. Si ce principe gouverne la goutte d'eau, il régit les géants de l'univers avec une férocité encore plus grande. Pourquoi les planètes sont-elles sphériques? Pourquoi ne vivons-nous pas sur des mondes cubiques ou pyramidales, comme certains auteurs l'imaginent dans leur fantaisie? La réponse réside dans le concept de capital. Dans l'univers, la sphère exige un capital énorme, représenté ici par la gravité. Nous habitons un univers avec des seuils critiques, des points de non-retour. Pour les corps célestes rocheux, ce seuil se situe à un diamètre d'environ 600 km, avec des variations. Pour les corps glacés, il est d'environ 400 km, pour les astéroïdes rocheux, la transition de la forme irrégulière à la forme sphérique, appelée rayon de la pomme de terre, est estimée à 300 km, et pour les lunes glacées à 200 km. En dessous de cette taille, il reste des astéroïdes, des rochers anonymes aux contours grotesques, semblables à des pommes de terre ou à des os rongés par des géants cosmiques, car la gravité est trop faible pour briser les liaisons chimiques des roches, et le chaos préserve leur forme. Mais au-delà de 600 km, la gravité, le souverain absolu et tyran, prend le contrôle total. Nous considérons les roches comme dures et éternelles, mais ce n'est qu'un préjugé de notre petit environnement protégé sous la pression atmosphérique de la Terre. Dans les profondeurs d'une planète, sous la pression de trillions de tonnes de son propre poids, la dureté perd tout sens. Cette pression chasse les atomes de leur cage cristalline et détruit la structure de la matière solide. Même le granit le plus résistant s'effondre, devient mou comme de l'argile humide et coule comme une boue primordiale. La physique définit cela élégamment comme un équilibre hydrostatique, mais la réalité est un chantier cruel qui dure des milliards d'années. La gravité agit comme un valseur impitoyable, comprimant de toutes directions vers le noyau, ignorant les formes antérieures, effaçant l'histoire géologique et forçant une capitulation inconditionnelle. Elle pulvérise les montagnes, comble les abysses, aplanit chaque élévation et égalise avec une précision fanatique les rayons dans toutes les directions. Des mesures récentes du champ de gravité terrestre par des satellites révèlent que même la fonte des glaces ou l'épuisement des eaux souterraines perturbent légèrement cet équilibre et causent des changements minuscules mais réels. Dans ce sens, la Terre respire sous le poids de sa propre masse. Observez notre planète avec attention. Vous pouvez admirer la majesté de l'Everest ou la profondeur obscure de la fosse des Mariannes et vous sentir petit face à une telle grandeur. Pourtant, c'est une illusion d'échelle.
Comparé au diamètre équatorial de plus de 12 000 km, la hauteur de l'Everest n'est qu'une égratignure superficielle, comparable à des pores sur la peau humaine ou à la rugosité d'une peau d'orange, à peine perceptible. L'écart de la Terre par rapport à la forme sphérique parfaite est inférieur à 1/1000. Si l'on rétrécissait notre monde à la taille d'une boule de billard, elle serait plus lisse que n'importe quel échantillon dans des compétitions professionnelles. Sur cette boule de billard terrestre hypothétique, vos doigts ne pourraient pas sentir l'Himalaya, ni percevoir les Alpes. La forme sphérique de la Terre n'est pas un hasard, mais le résultat de la soumission complète de la matière à la dictature de la gravité. La sphère est le monument funéraire de la capitulation éternelle de la roche, un rappel que l'univers, comme un sculpteur géant, modèle l'argile informe, indifférent à la douleur de la pierre, et impose la forme avec une force impitoyable. Si les planètes sont des roches soumises, les étoiles sont des quantités d'énergie captives qui hurlent dans une frénésie. Le Soleil, notre antique source de vie vénérée, apparaît au ciel de midi comme gracieux et chaleureux. Pourtant, c'est la plus grande illusion, un masque doré sur un visage d'horreur. Dans son noyau, des milliards de bombes à hydrogène explosent chaque seconde. À 15 millions de Kelvin, les électrons sont arrachés, des noyaux atomiques nus entrent en collision dans un tourbillon fusionnel dément. Cette explosion d'énergie devrait déchirer l'étoile instantanément, la transformer en un feu d'artifice suicidaire géant et disperser sa matière à travers tout le système solaire. Pourquoi n'explose-t-elle pas? Pourquoi conserve-t-elle sa forme sphérique parfaite et semble-t-elle immobile et digne? Le Soleil est un champ de bataille d'équilibre de force, un éternel tir à la corde, un état de repos dynamique violent. Vers l'extérieur, la pression thermonucléaire s'efforce de tout déchirer, d'élargir et de détruire. Vers l'intérieur, la gravité comprime, née d'une masse 330 000 fois plus grande que celle de la Terre, le monstre dans sa cage. Le Soleil n'est pas la paix, mais un impasse dans la guerre, un pâte cosmique. La lumière qui réchauffe notre peau est l'écho de ce combat intérieur, la sueur d'un géant qui lutte contre lui-même. Les héliosismologues écoutent avec des instruments précis le rugissement de l'étoile, les oscillations acoustiques dans son enveloppe gazeuse, et observent comment elle se dilate et se contracte comme une poitrine tourmentée. Des découvertes récentes en 2025 éclairent les dynamiques internes plus profondément et montrent comment les ondes inertes régulent le transfert d'énergie du noyau à la surface, et comment des ondes de torsion gigantesques traversent l'intérieur du Soleil, révélant des fluctuations de la rotation différentielle. Ici, la sphère est la seule ligne d'armistice acceptée, une zone démilitarisée entre explosion et implosion. Des études récentes en héliosismologie, utilisant des données de la sonde Solar Orbiter, ont révélé l'origine des vents solaires rapides et lents, montrant que de minuscules jets de plasma dans les trous coronaux pilotent à la fois les vents rapides et lents, confirmant l'universalité des processus énergétiques. Pourtant, cet équilibre est aussi fragile qu'une pièce de monnaie tournant sur la lame d'un couteau. Chaque étoile n'est qu'à un pas de la mort, chaque instant une sursis inévitable. Lorsque le combustible est épuisé et que le moteur thermonucléaire touche jusqu'à l'arrêt, la pression extérieure s'éteint. Alors, la gravité, l'avare patient qui a attendu des milliards d'années dans l'ombre, étend ses griffes cruelles et gagne la partie. Avec une violence inimaginable, la gravité écrase l'étoile. Pour les étoiles massives, le destin final est une étoile à neutrons, le summum de la compression violente. Imaginez comprimer l'Everest entier dans une boîte d'allumettes, c'est la densité d'une étoile à neutrons. Une ancienne reine des cieux, une étoile massive, se rétrécit à un diamètre de 20 km, devenant une minuscule ville morte dans le cosmos. Ici, la gravité est 10 billions de fois plus forte que sur Terre. Les montagnes à la surface ne dépassent pas 1 millimètre de hauteur. Un effondrement d'1 millimètre libérerait assez d'énergie pour détruire un système planétaire entier. La forme sphérique n'est plus ici un choix esthétique ou économique, mais un destin, la fin de la matière telle que nous la connaissons. Des recherches avancées avec des superordinateurs, simulant les dieux, modélisent l'intérieur de ces cadavres stellaires et révèlent des phases de la matière au-delà de notre compréhension, où les quarks flottent librement dans une mer de densité inimaginable. Les simulations les plus longues et complexes de collisions d'étoiles à neutrons en 2025 montrent comment naissent les trous noirs et les jets, comment les neutrinos se mélangent et influencent les structures résiduelles, et confirment des densités extrêmes qui dépassent les prédictions antérieures. Des simulations récentes de fusion d'étoiles à neutrons révèlent que le mélange de neutrinos altère la composition et les signaux de ce qui reste après la collision,
influençant la formation de trous noirs et de jets puissants. Même la répulsion entre neutrons cède, et si la masse est excessive, nous affrontons l'horreur ultime, le trou noir. L'univers, dans sa paresse finale et décisive, se lasse de maintenir des formes complexes, cesse même de produire de la matière, et enroule l'espace-temps lui-même en une sphère. L'horizon des événements, la surface de velours noir absolu, est le panneau d'interdiction cosmique, la frontière ultime. Tout ce qui y tombe information, complexité, histoire de la matière, civilisation entière est effacé, ne laissant que la masse, la charge et le spin comme trois paramètres laconiques. Le trou noir est la sphère absolue, la perfection de la mort, car l'univers n'économise pas l'énergie pour préserver les détails. C'est la décharge ultime, qui simplifie le chaos et réduit la symphonie de la matière à une unique note silencieuse. Des théories récentes indiquent que ces monstres émettent faiblement par le rayonnement de Hawking et que l'information pourrait ne pas être perdue éternellement, mais l'essence reste inchangée. Les trous noirs sont la victoire de la gravité sur la complexité. Des simulations actualisées montrent que les ondes gravitationnelles pourraient tester des solutions au paradoxe de l'information, ou des déphasages dans les signaux d'ondes fournissent des preuves que l'information est préservée dans de fines ondulations de l'espace-temps. Une détection d'ondes gravitationnelles remarquablement claire en 2025 a confirmé des prédictions de longue date sur les trous noirs, y compris le théorème de l'air de Hawking et le comportement de sonnerie d'Einstein. Du goutte d'eau au trou noir, une logique implacable traverse tout. L'univers aspire éternellement à l'état d'énergie minimale, à la forme la plus simple, au repos absolu. L'univers entier est-il donc une sphère? Nous imaginons souvent l'univers observable comme une bulle avec la Terre au centre. Ne vous laissez pas tromper par cet égocentrisme. Cela ne trace que la limite de la lumière et du temps que nous pouvons percevoir. Comme un gardien avec une torche faible dans la nuit infinie, nous ne voyons que le cercle illuminé autour de nous. Au-delà de cette limite, l'univers pourrait être un réseau, une mousse chaotique ou une couche infiniment pliée, des régions où les lois changent. La sphère ici n'est pas la forme totale réelle, mais la limite de notre perception, la grille de notre prison cognitive. Des recherches sur la topologie de l'univers suggèrent des formes intuitivement renversantes, peut-être un tort quadridimensionnel, et avertissent que la structure de la réalité dépasse notre modeste compréhension géométrique. Des études récentes du fond diffus cosmique en 2025 montrent que des topologies non triviales comme un tort tridimensionnel ne sont pas exclues par les données observationnelles et pourraient expliquer des anomalies dans les motifs de température, en faisant apparaître des régions spatiales identiques sous forme d'illusions miroirs à différentes époques. Pourtant, mesdames et messieurs, considérez ici un paradoxe plus profond, peut-être le plus grand. Dans un univers obsédé par les sphères, l'efficacité et l'énergie basse, regardez-vous vous-même. Considérez votre corps, vos mains. Sont-elles sphériques? Non. Nous avons des doigts, des coudes, une colonne vertébrale droite, un nez saillant. Les arbres étendent des branches tordues vers le ciel, les montagnes défient la gravité avec des sommets acérés, les éclairs tracent des fractales imprévisibles en ramifications. Pourquoi la vie adopte-t-elle des formes si provocantes, anti-économiques? L'essence de la vie est la rébellion. La vie est l'insurrection de la matière contre les lois de l'entropie de l'univers. La physique exige la sphère, la fusion homogène en une soupe atomique indifférente, l'équilibre thermique mortel. Pourtant, nous refusons. Nous absorbons l'énergie, respirons, mangeons, pensons et gaspillons un capital énergétique énorme simplement pour maintenir notre complexité, nos frontières, notre distinction d'autrui. Le cerveau humain se tord en plis infinis pour rejeter la douceur inerte de la sphère. Il maximise les connexions et crée des labyrinthes de pensée. C'est la preuve du non sphérique dans l'univers, le combat quotidien contre le chaos et la mort thermique. Cela nous rappelle que la vie, en tant que perturbateur de l'équilibre cosmique, lutte constamment pour préserver la forme et la conscience, contre un univers qui nous voit comme une poussière uniforme. Ce combat dépasse les formes physiques et s'étend dans des domaines plus mystiques et chaotiques, à savoir l'univers des rêves. Le jour, nous maintenons la posture, gaspillons l'énergie contre la gravité pour être quelqu'un. La nuit, lorsque la conscience rationnelle sommeille, un autre monde s'éveille, une autre dimension. Les poètes avertissent que les rêves ne sont pas des messages des dieux, mais des fuites de désirs réprimés, captifs de la morale diurne. Avec la nuit, les monstres du subconscient sont libérés de leurs chaînes.
Avez-vous déjà été poursuivi dans un rêve par des figures ombreuses sans visage? Ce n'est pas une simple terreur, mais la libération d'impulsions réprimées, une simulation de la proie qui doit apprendre à fuir. Apparaître nu dans un théâtre de rêve devant un public pourrait être l'abandon des chaînes sociales, une régression vers l'animal que nous étions autrefois. Le rêve est un tribunal de la conscience sans défenseur, un lieu de confrontation avec le flou sous la couche civilisée, notre moi le plus primitif et terrifiant. Pourtant, la science moderne illumine cette obscurité avec une torche différente et révèle des vérités plus surprenantes que l'ancienne psychanalyse. Dans le sommeil, le cerveau ne s'éteint pas comme une machine à la fin d'un quart. Au contraire, pendant la phase de mouvements oculaires rapides, marquée par des mouvements rapides des yeux, l'activité neuronale est plus élevée que dans l'état de veille ou d'alerte. C'est un service de nuit dément. L'hippocampe, le bibliothécaire des souvenirs, déroule les images du jour comme un film à 7 fois la vitesse. Un filtre fou élimine les déchets inutiles, distille les leçons essentielles et jette le bruit. Au réveil, vous êtes littéralement plus sage, biologiquement modifié par rapport à la veille. Celui qui voit des énigmes non résolues dans un rêve les résout 10 fois plus vite au réveil. Le rêve n'est pas un écran brisé avec des images aléatoires. C'est un simulateur de survie complexe. Le cerveau simule des actions, prépare des réactions, entraîne des réflexes émotionnels sans mouvement musculaire. Pourquoi les cauchemars sont-ils si fréquents? Pourquoi la plupart des rêves ont-ils des connotations négatives? Les biologistes évolutionnistes hypothétisent que les rêves sont des terrains d'entraînement virtuels, des simulateurs de vol de la vie. Nos ancêtres vivaient dans les rêves des attaques de prédateurs ou des chutes de falaises et pratiquaient la terreur et les réactions en sécurité. Les cauchemars sont des cadeaux cruels de l'évolution, qui assurent la survie le jour. Des recherches récentes de 2025 confirment que les expériences avant le sommeil forment l'activité neuronale et le contenu des rêves, et que la réactivation ciblée des souvenirs pendant la phase de mouvements oculaires rapides favorise l'abstraction et la créativité, en reliant des souvenirs récents et lointains pour créer de nouvelles connexions. Les merveilles et les horreurs des rêves se manifestent avec force dans des événements limites à la frontière de la réalité. Avez-vous déjà vécu une paralysie du sommeil? La conscience s'éveille, les yeux s'ouvrent, mais le corps est comme une statue, immobile, et une charge invisible presse sur la poitrine. Ce n'est pas un démon qui vous chevauche. C'est une défaillance du mécanisme de sécurité biologique. Dans le sommeil, la chimie cérébrale paralyse les muscles pour empêcher que nous traduisions les rêves en action et que nous sautions du lit si nous croyons voler. Dans la paralysie du sommeil, l'esprit s'éveille un instant avant la levée du blocage chimique, une erreur de synchronisation terrifiante. Ou pensez au rêve lucide, où vous devenez le dieu d'un univers privé, conscient dans le rêve et capable de plier la réalité. Pourtant, soyez prudents. Le temps du rêve est distordu. Une nuit réelle de 8 heures peut englober des décennies dans le rêve. Imaginez vivre une autre vie, aimer, vieillir, bâtir des empires, et puis, au son du réveil, vous réveillez abruptement et réalisez que tout était une illusion électrique. Ce choc ébranle les fondements de la perception de la réalité. Cela avertit que les rêves fonctionnent comme un modèle scalable de l'univers subjectif et plastique du temps. Une question cruciale reste sinistre, pourquoi oublions-nous 95% de nos rêves? Peut-être est-ce une grâce biologique. Si nous nous souvenions de tout, la frontière entre réalité et virtualité s'estomperait. Nous ne pourrions pas distinguer les ennemis réels des spectres oniriques, les amants vrais des imaginaires. Le cerveau efface activement les traces dans le sable pour empêcher la folie. Pourtant, elle niche en profondeur, attendant que des parfums ou des mélodies invoquent des mondes parallèles accessibles mais perdus. La science des rêves porte un avenir prometteur mais menaçant. Aujourd'hui, nous envoyons des signaux dans les rêves des rats et modulons les émotions du sommeil par des odeurs. Un jour, enregistrerons-nous les rêves sur des disques durs? Les partagerons-nous sur des réseaux sociaux? Les vendrons-nous à des publicitaires? Avec l'intrusion dans la dernière forteresse de la vie privée absolue, que restera-t-il à l'humanité? Mesdames et messieurs, nous avons voyagé loin aujourd'hui. De la goutte d'eau qui se retire devant l'horreur du vide, aux planètes polies comme des galets par la gravité, et au cerveau rêveur qui défie toutes les logiques et se tord. Ici réside une symétrie élégante et terrifiante. Le monde physique extérieur aspire à l'ordre, à la sphère, au repos, à la mort thermique. Pourtant,
Le domaine mental intérieur explose en chaos, en frontières vivantes, en un défi passionné de la vie contre l'oubli. Chaque nuit, vous disparaissez pendant 8 heures de la réalité partagée et entrez dans un univers privé. Ce n'est pas un temps mort. C'est une fuite des lois physiques cruelles, une existence qui n'a pas besoin de se faire. Dans les rêves les plus absurdes, nous trouvons notre humanité la plus authentique, des êtres minuscules mais résistants, qui défient l'univers entier pour préserver la forme et la conscience. Tandis que l'exploration de l'esprit est une plongée dans des mers irrationnelles et vivantes, l'aventure dans l'univers extérieur est l'opposé, une confrontation avec le repos absolu et la froideur blasphématoire des lois astrophysiques. Nous avons discuté de la liberté des rêves humains, d'éliminer les barrières, mais lorsque nous nous éveillons et levons les yeux vers le ciel, nous devons accepter que nous sommes prisonniers dans une gigantesque cage de verre, tissée d'espace-temps et de lumière. Même en observant les étoiles scintillantes, nous ne voyons pas leur présent, mais un passé distant. La lumière des galaxies éloignées met des millions ou des milliards d'années à atteindre notre rétine. Cela crée un paradoxe scientifique spectral. Nous ne voyons pas l'univers vrai, mais son fantôme, des reliques d'époques mortes. Le ciel nocturne est essentiellement un cimetière infini de lumière, et les étoiles que nous louons pourraient avoir explosé avant que les Égyptiens ne posent la première pierre de leur pyramide. Grâce aux avancées technologiques, nous pouvons regarder jusqu'au commencement du temps, immédiatement après le Big Bang, mais des explorations plus profondes révèlent une horreur au-delà de la solitude. L'univers ne se dilate pas seulement. Il accélère. Les galaxies ne s'éloignent pas seulement de nous, mais sont propulsées par une énergie sombre énigmatique et fuient à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Cela rend inévitable une tragédie future. Le ciel nocturne de la Terre deviendra vide. Les galaxies proches franchiront l'horizon cosmique des événements, leur lumière et leur information inobservables pour toujours. Si l'humanité a des descendants lointains, ils ne verront au-delà de leur galaxie que l'obscurité absolue, pas d'étoiles, pas de galaxies, et périront dans une solitude éternelle et étouffante. Pourtant, des données du spectrographe d'énergie sombre en 2025 indiquent que l'énergie sombre évolue et s'affaiblit avec le temps, ce qui pourrait ralentir l'expansion et peut-être mener en environ 200 milliards d'années à un équilibre ou à un effondrement inversé. Considérez des hypothèses plus profondes, l'entropie et la mort thermique comme destin collectif. Depuis sa naissance, l'univers suit le deuxième principe de la thermodynamique, l'ordre irréversible du chaos, de l'énergie concentrée à disperser. Les étoiles sont des machines anti-entropie gigantesques, qui transforment le combustible en lumière et chaleur par fusion nucléaire et créent l'ordre du chaos, mais elles sont finies. Elles ont une date de péremption. Finalement, la dernière étoile s'éteint comme une bougie dans une cathédrale vide. Cette époque, les astrophysiciens l'appellent l'ère de la dégénérescence. L'univers sombre dans une obscurité éternelle, ne laissant que des vestiges stellaires, des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs gigantesques qui engloutissent le silence. Pourtant, même ceux-ci périssent. Les trous noirs s'évaporent lentement sur des échelles de temps inimaginables. Même les protons, les briques fondamentales de notre matière, pourraient se désintégrer et se dissoudre. Après des temps où les nombres perdent leur sens, l'univers se dilue en une mer de photons et de particules subatomiques près du zéro absolu. Pas de vie, pas de souvenirs, pas de rêve. Le repos ultime, la victoire absolue du néant sur l'être, le triomphe de la sphère parfaite du vide. Pourtant, de nouvelles mesures indiquent que, si l'énergie sombre s'affaiblit, l'univers entre dans une phase d'expansion décroissante et pourrait finir en environ 200 milliards d'années par un grand craquement, un Big Bang inversé qui reconcentre tout en une singularité. Des données de DESI en 2025 renforcent les indices que l'énergie sombre évolue, suggérant que l'univers pourrait finir en un grand effondrement à 33 milliards d'années. Face à ce panorama macrocosmique implacable, l'existence humaine et nos petits rêves apparaissent absurdement minuscules, comme une plaisanterie accidentelle. Si tout finit dans le néant, pourquoi existons-nous? Pourquoi la matière s'organise-t-elle, souffre-t-elle, construit-elle de la complexité comme le cerveau humain, seulement pour être effacée sans trace du tableau noir du temps? Ici, la science froide croise la philosophie existentielle, et peut-être y trouvons-nous une étincelle d'espoir. La réponse ne réside pas dans le destin, mais dans le chemin. L'émergence de la conscience humaine pourrait être le mécanisme par lequel l'univers se reconnaît lui-même. Sur des milliards d'années, des matières insensibles se sont heurtées,
liés, ont évolué et ont finalement créé des yeux qui explorent le ciel et des cerveaux qui demandent « Pourquoi ?». Nous sommes l'éveil, l'univers qui se regarde dans le miroir. Nous sommes des fragments de l'éveil cosmique, des bougies tremblantes dans la nuit éternelle, les seuls témoins de la beauté de l'être avant l'extinction inévitable. Vos rêves, aussi chaotiques et absurdes soient-ils, témoignent de la créativité infinie de la matière au sommet de l'organisation. Tandis que l'univers extérieur progresse vers une fin géométrique froide, le domaine mental intérieur explose en vitalité et passion. C'est le grand équilibre de la nature. Nous ne pouvons pas empêcher l'extinction des étoiles, inverser l'expansion de l'espace, vaincre éternellement la gravité, mais nous faisons ce que d'immenses galaxies ne peuvent jamais, remarquer, sentir, se souvenir. Chaque acte d'amour, chaque douleur, chaque rêve vivant injecte du sens dans un univers autrement insensible et mécanique. Nous gravons la preuve de la vie dans le tombeau du temps et égratignons avec notre irrégularité la sphère parfaite. Ne craignez donc pas votre petitesse. Considérez votre existence éphémère comme un privilège rare, presque impossible. Nous sommes des voyageurs chanceux dans l'ère stellaire grandiose de l'univers, brièvement éveillés entre l'obscurité primordiale et l'éternité future. Pourtant, ici, en cet instant, il y a de la lumière, de la conscience, de l'abondance. La science ne promet pas une fin heureuse, ne vend pas un jardin éternel. Elle offre une vérité cruelle. Nous ne sommes qu'un bloc de glace fondant dans une mer temporaire. Pourtant, au lieu de déplorer le froid, utilisez ce temps pour explorer, comprendre, rêver. Tant que l'esprit réfléchit et que les rêves touchent l'impossible, l'univers ne meurt pas vraiment. Gardiens de la flamme de la conscience, faites-la brûler au maximum, avec défi et fierté, jusqu'au dernier moment disponible, c'est notre responsabilité. De la goutte d'eau à la gravité, du rêve aux étoiles qui s'éteignent, l'aventure de la découverte s'achève ici, mais les portes du savoir ne se ferment jamais. Continuez à regarder le ciel avec humilité et courage. Continuez à rêver les fantaisies les plus absurdes. C'est là que respire la vie la plus authentique de l'univers. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage à travers l'obscurité et la lumière. Et lorsque le dernier écho de ces mots s'évanouit dans l'éther, souvenez-vous, le silence qui suit n'est pas une absence, mais une attente. C'est l'espace vide où vous devez écrire vos propres lignes dans le programme de la réalité. Nous ne sommes rien d'autre qu'un univers qui réfléchit sur lui-même, un bref éclair de conscience dans des milliards d'années de rêves minéraux. Lorsque cette connexion s'interrompt, ne revenez pas à l'aveuglement du quotidien. Ne permettez pas à la gravité ordinaire d'écraser le vertige que vous venez d'éprouver. Emportez cette agitation cosmique dans votre foyer, vos rues, vos regards. Car le vrai message n'est pas ce que nous avons découvert en haut, mais ce que vous ferez en bas avec le temps qui reste. Fin du signal. Fin de la transmission. L'entropie avance impitoyablement et n'attend personne. À présent, c'est à vous d'être l'œil ouvert dans l'obscurité. Regardez.